Bonsoir à tous. Avant de commencer cette conférence, je tiens à remercier Gilbert Richaud et puis Daniel Pagès de m'avoir invité, m'avoir convié pour faire cette conférence. C'est un honneur et un plaisir pour moi de vous présenter le travail. Vous ne m'entendez pas ? Ah oui. Comme ça, c'est... Oh là là. Ça va être quelque chose. Hein. Donc je commençais par des remerciements et par dire que j'étais très heureuse de venir présenter un travail que j'ai conduit l'année dernière. Je suis à la fois heureuse et impressionnée parce que c'est la première fois que je parle de ce travail-là. Donc avant tout, je voudrais vous faire une petite présentation, vous dire qui je suis exactement et pourquoi j'ai fait ce travail-là. Donc, comme Monsieur Pagès l'a dit, je suis enseignante, je suis professeure agrégée d'art appliqué et notamment j'enseigne en DNMAD, conception spatiale et lumière. Alors le DNMAD, c'est un diplôme national métier d'art et design et c'est une formation qui vaut grade licence, donc c'est à bac plus 3. Et cette formation, ce DNMAD se fait à la Martinière des Filles. En fait, j'enseigne dans ce bâtiment sur lequel j'ai travaillé. Je suis depuis peu doctorante donc en histoire de l'art donc à l'Université Lumière Lyon 2 et au LARA. Donc le LARA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le laboratoire de recherche historique en Rhône-Alpes. Donc ma thèse, elle est co-encadrée par deux enseignants-chercheurs, Laurent Baridon, qui est professeur d'histoire de l'art, d'histoire de l'art contemporain à l'Université Lumière Lyon 2, et Marianne Thivan, qui est professeure des universités à Paris, qui est historienne de l'éducation, des femmes et du genre. Donc ma thèse, elle vient de commencer, elle porte, vous pouvez voir le titre écrit en bas, elle porte précisément sur l'architecture, l'aménagement et la décoration des établissements d'enseignement technique en Rhône-Alpes de la fin du XIXe siècle au milieu du XXe siècle. Le corpus d'études que j'ai sélectionné comporte pas moins de 14 établissements, comme vous pouvez le voir, et parmi ce corpus d'études, entouré en rouge, la Martinière des jeunes filles. Cette Martinière des jeunes filles, en réalité, j'ai travaillé dessus l'année dernière. J'ai effectué un mémoire de recherche de master que j'ai validé dans le cadre d'une validation d'acquis d'expérience à l'Université Lumière Lyon 2. Et j'ai été, pour ce travail, encadrée par Nathalie Mathian, qui est maîtresse de conférence en histoire de l'art moderne. Donc, c'est la synthèse de ce travail de master que je vais vous présenter ce soir. C'est un travail qui peut s'apparenter à une monographie d'architecture, mais je vais vous dire un peu plus de choses que ça. Et je vais essayer de vous démontrer à quel point la Martinière des jeunes filles est un établissement qui compte, qui est à la fois singulier et emblématique sur 3 points, essentiellement. Le premier point, c'est qu'elle est emblématique des établissements d'enseignement technique et professionnel tels qu'ils se sont dessinés jusqu'aux années 1960. Le second point, c'est que la Martinière des filles, elle est emblématique aussi de l'histoire de l'instruction féminine, également jusqu'aux années 1960. Et le dernier point, je vais essayer de vous montrer combien la Martinière des filles est emblématique du renouveau d'un quartier, qui est le quartier de la Martinière, qui a été complètement repensé à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Alors, vous voyez, là, je commence à vous montrer quelques images. Je vais avoir beaucoup de choses à vous dire ce soir. Je vais vous montrer beaucoup de choses. Et le format, en fait, de cette conférence fait que je ne vais pas pouvoir détailler chacune de ces images, commenter chacune de ces images. Aussi, je vous invite, à la fin de cette intervention, à éventuellement poser des questions. Et puis, on pourra revenir sur les images, les photographies, les plans, etc., sur lesquels vous voudriez que j'apporte des précisions.
Bref, je vous disais que je voulais aborder, vous montrer sur 3 points comment a été emblématique cette martinière des jeunes filles. C'est la raison pour laquelle j'ai construit en fait cette intervention en 4 points. Je vais d'abord vous parler de l'enseignement technique et professionnel parce que c'est un terme qu'on connaît sans connaître. Donc c'est vraiment spécifique et c'est propre au XIXe siècle et c'est propre à la période que j'étudie, c'est-à-dire du XIXe siècle jusqu'aux années 1960. Ensuite, dans un second temps, je vais vous parler de l'instruction féminine. Alors à chaque fois, je mettrai en parallèle ce qu'est l'enseignement technique et professionnel et la martinière des jeunes filles, mais pas que. L'instruction féminine et la martinière des jeunes filles. Et puis une fois que j'aurai fait ça, dans un troisième temps, je vous parlerai du bâtiment de 1906. C'est ce fameux bâtiment que tout le monde connaît, cette architecture en V, que je vais vous présenter, qui a été conçu par 2 architectes, François Clermont et Eugène Riboud. Et en dernier point, je vous parlerai de son extension, qui date, elle, de 1960, qu'on connaît moins et qui a pourtant beaucoup de qualités architecturales que j'espère que je saurai vous faire apprécier. Donc, commençons par le commencement et je vais vous parler de l'enseignement technique et professionnel. Mais avant de vous parler de l'enseignement technique et professionnel, puisque je vous parle de la martinière, il faut quand même que je vous en touche 2 mots. Alors je pense que peut-être que parmi vous, certains sont des anciens élèves de la martinière ou certains d'entre vous connaissent son histoire, mais il me semblait nécessaire quand même de rappeler ce qu'était la martinière, ou en tout cas vous dire, aujourd'hui, on connaît la martinière, on connaît 3 établissements à Lyon. Il y a la martinière d'Hydro, qui se situe dans le 1er arrondissement, près des terreaux. Il y a la martinière du Cher, située sur le plateau éponyme. Et puis la martinière Montplaisir, qui se situe dans le 8e arrondissement de Lyon. Mais à l'origine, il n'y avait qu'un seul établissement et qu'une seule martinière. Et c'est celle-ci dont je vais vous parler. Et pour vous parler de son histoire, en fait, je vais citer quelqu'un qui est... alors, je vais peut-être écorcher son nom. C'est Paul Winsberger, ou Winsberger, je ne sais pas, qui était son directeur en 1914 et qui l'a présenté ainsi. Donc là, je le cite. Donc c'est une grande citation, mais qui dit son histoire et qui dit en quelques mots ce qu'elle était. Donc la martinière de Lyon a été établie au moyen de sommes léguées à cette ville par le général Claude Martin. Alors, il dit le général Claude Martin, en réalité, c'est le major général Claude Martin. L'institution comprend 2 écoles. L'école des sciences et arts industriels pour les jeunes gens, donc la martinière des garçons, qui comprenait un effectif donc, de 500 élèves externes, donc il n'y a pas d'internat. L'école professionnelle et ménagère pour les jeunes filles, 300 élèves externes. L'enseignement de ces 2 écoles est gratuit. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. On poursuit la présentation faite par ce directeur de la martinière. La fondation de l'école des sciences et des arts industriels, donc la martinière des garçons, remonte à l'année 1826. Donc vous voyez, il y a eu le legs du major général Martin, donc il est décédé en 1800. 1803, le legs a été accepté et il a fallu en fait construire un projet pédagogique en quelque sorte. Donc la vraie fondation, quand ça a été acté, c'est en 1826, je reviendrai dessus peut-être après tout à l'heure. Elle a été la première école technique élémentaire établie en France. Donc c'est quand même quelque chose d'important. À ce titre, elle jouit d'une grande renommée. On est en 1914, je le rappelle. Aujourd'hui, près d'un siècle après sa fondation, elle se place encore au premier rang parmi les institutions similaires auxquelles elle a souvent servi de modèle. Donc ça, c'est pour l'école des sciences et des arts industriels. Elle a servi aussi de modèle, d'une certaine manière, à l'école professionnelle et ménagère, créée en 1879, donc un peu plus tard que l'école des sciences et des arts industriels. Elle est destinée aux jeunes filles. Elles y font un apprentissage professionnel spécialisé et y reçoivent simultanément une instruction générale et une éducation ménagère. Donc 3 pôles d'enseignement pour ces jeunes filles. Donc en fait, cette petite présentation, je la trouvais intéressante. Elle a été écrite dans un ouvrage, dans un catalogue, à l'occasion en fait de l'exposition internationale de Lyon,
qui s'est déroulée en 1914. Au sein de cette exposition, il y avait un pavillon de l'enseignement technique et la Martinière, des filles et des jeunes filles et des garçons exposés. Et donc, c'est à cette occasion que Paul Winsberger donc, a présenté cette Martinière. Alors évidemment, la présentation est laudative, elle n'est pas forcément objective. Néanmoins, ce qu'on peut retenir, c'est que ces deux établissements sont en fait des établissements pionniers en ce qui concerne l'enseignement technique et professionnel. Alors parfois, je dirais ETP pour aller un peu plus vite, pour enseignement technique et professionnel. Alors, c'est bien, mais maintenant, qu'est-ce qu'on entend par enseignement technique et professionnel ? Alors, ah oui, ça j'avais oublié, c'était juste pour vous les situer. La Martinière des garçons, elle est installée dans l'ancien couvent des Augustins depuis 1833, tandis que la Martinière des jeunes filles, donc rue de la Martinière, c'est juste à côté, vous voyez, c'est depuis 1906. Alors, je reviens à la question de l'enseignement technique. Qu'est-ce que je peux vous en dire ? Selon l'historien Stéphane Lambré, il s'agit de l'ensemble des institutions qui délivrent des savoirs et des savoir-faire initiaux à visée professionnelle. Bon. C'est une définition assez large qui désigne une filière complète de la formation de l'ouvrier à celle de l'ingénieur. Donc on voit que c'est à différents niveaux et qu'il y a cette idée d'amener des enseignements professionnels pour former à un métier. Quand je dis que c'est pour former à un métier, c'est qu'on forme dans l'enseignement technique et professionnel aussi bien au domaine de l'industrie, au domaine commercial, qu'au domaine de l'agriculture. C'est la raison pour laquelle, là, je vous projette 4 exemples qui concernent des établissements d'enseignement technique et professionnel qui ont été créés soit à la fin du 19e siècle, soit au début du 20e siècle, et qui recouvrent, on voit bien, des domaines très différents. Par exemple, l'école Estienne et l'école Boulle sont des écoles d'art appliqué qui ont été créées à Paris à la fin du 19e siècle. L'école d'agriculture de Sibins, elle a été créée donc, au début du XXe siècle. Et l'école nationale des arts et métiers de Cluny a été créée à la fin du XIXe siècle. Au départ, elle s'appelait École pratique d'ouvriers et de contremaîtres. Et ce que vous voyez sur la carte postale présentant Cluny, c'est son atelier. On voit d'ailleurs l'ensemble des ateliers et c'est aussi ce qui caractérise ces écoles, ces établissements d'enseignement technique et professionnel. Alors, l'enseignement technique et professionnel, il a émergé à la fin du XVIIIe siècle. Pourquoi ? C'était pour répondre à une nécessité de former des ouvriers qualifiés, possédant non seulement des compétences techniques, mais aussi un certain niveau culturel et scientifique qui leur permettent de s'adapter à l'évolution et à la complexification des métiers résultant de la mécanisation du travail. Tout au long du XIXe siècle, des initiatives, pour l'essentiel privées ou municipales, donc toujours au niveau local, ont ainsi vu le jour pour répondre à la crise de l'apprentissage qui a été générée par la révolution industrielle. C'est dans ce contexte que sont nées, par exemple, à Lyon, la Martinière donc, des garçons dont je vous ai parlé, la Martinière des filles, mais aussi la société, la SEPR, la Société d'enseignement professionnel du Rhône, donc, qui est née en 1864. Pour qualifier cette période, donc, de naissance en fait, des établissements d'enseignement technique et professionnel tout au long du XIXe siècle, je voudrais reprendre une métaphore qui a été utilisée par Capucine Mézex dans une thèse qui était, orientée, qui posait la question des premières écoles nationales professionnelles. Et en fait, elle disait que elle parlait de fabrique. Et donc, tout au long du XIXe siècle, quand ont émergé en fait ces écoles nationales, enfin ces écoles d'enseignement professionnel et technique, eh bien, on peut dire que c'est le temps de la fabrique de l'enseignement technique. On peut dire que celui-ci, au XIXe siècle, s'est caractérisé par tâtonnement. Il n'y avait pas, si vous voulez, de programme pédagogique préétabli. Il n'y a pas non plus de forme architecturale prédéfinie. Contrairement, par exemple, aux écoles élémentaires de la Troisième République, qui avaient des plans types. Les architectures des établissements d'enseignement technique et professionnel s'inventent
au même titre que les enseignements qui sont délivrés. Hein. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle qu'un cadre législatif, donc au niveau national, est proposé pour structurer cette filière qui était jusqu'alors protéiforme. Alors je vais vous projeter ici, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais je vais essayer de commenter ce diagramme qui montre un petit peu comment en fait cette filière de l'enseignement technique et professionnel s'est structurée. Quand je parle de la fin du 19e siècle, je me réfère à une loi qui est la loi du 11 décembre 1880 sur les écoles manuelles d'apprentissage. Ces écoles manuelles d'apprentissage, elles visent à développer chez les jeunes gens qui se destinent aux professions manuelles la dextérité nécessaire et les connaissances techniques. Là, je cite en fait un extrait de cette loi. Cette loi, elle instaure quelques règles précises. Comme par exemple la durée des études, c'est-à-dire qu'il faut 3 ans minimum pour être une école manuelle d'apprentissage. Par ailleurs, elle précise aussi l'âge d'entrée minimum pour intégrer ces écoles. C'est pas avant 12 ans. L'objectif, c'est d'assurer, et là je reprends le texte de loi, un complément d'instruction primaire. Donc c'est après l'enseignement primaire, les écoles primaires. Et il s'agit aussi d'apporter une instruction professionnelle préparant soit à l'industrie, soit au commerce. Donc la question de l'agriculture n'était pas encore évoquée à ce moment-là. Dans le même temps, donc cette loi, elle fixe, vous voyez, les objectifs très généraux, la date, la durée des études, l'âge d'entrée pour aller dans ces écoles, mais elle laisse aussi une très large marge de manœuvre, une grande liberté d'initiative aux communes pour créer et pour développer ces fameux établissements. C'est la raison pour laquelle, et c'est ce qu'on voit sur ce schéma tout en haut, il y a 3 types d'enseignements techniques et professionnels qui vont émerger suite à cette loi. Alors, il y a une dénomination un peu générale qui est écoles diverses. Là, ce sont toutes ces initiatives privées qui sont peut-être antérieures à cette loi. La ville de Paris a créé beaucoup d'écoles techniques, d'écoles pratiques ou professionnelles. C'est comme ça qu'on les appelait tout au long du 19e siècle. Il y a, à côté de cela, ce qu'on appelle les écoles primaires supérieures à section professionnelle, autrement dit les EPS. Donc, ces écoles primaires supérieures à section professionnelle, là, je m'appuie encore sur le texte, c'est un texte de loi. Elles sont installées dans un local distinct de celui de l'école primaire et placées sous une direction différente. Donc, on entend école primaire, mais il faut entendre supérieure. Donc, on distingue bien les écoles primaires des écoles primaires supérieures. Elles sont pourvues d'une salle de dessin. La salle de dessin, on la retrouve beaucoup dans les établissements d'enseignement technique et professionnel, parce que ça permet finalement, on parle par exemple de dessin technique, pas uniquement de dessin artistique. Et elles sont aussi pourvues d'un atelier où puisse être donné l'enseignement du travail manuel. Donc ça, c'est ce qui concerne les écoles primaires supérieures à section professionnelle. Et en 1892, il y a un décret qui va placer les 14 écoles primaires d'enseignement, enfin les 14 EPS qui existaient jusqu'alors, 12 écoles de garçons, 2 de filles. Donc ce décret va placer ces EPS sous la tutelle du ministère du Commerce. Et à partir de là, ces EPS vont devenir des EPCI, c'est-à-dire des écoles pratiques de commerce et d'industrie. Troisième type d'école qui naît suite à la loi du 11 décembre 1880, ce sont les écoles nationales professionnelles, les ENP. Elles ont, alors pareil, là je vais lire un décret, elles ont pour but de former des ouvriers instruits, aptes à devenir des contremaîtres et des chefs d'atelier. Elle prépare également au concours d'admission dans les écoles d'arts et métiers et aux autres écoles techniques du même degré. Donc on voit que 3 types d'écoles qui ont peu ou prou le même type d'objectifs. Ce qu'il faut savoir aussi,
c'est que ces fameuses écoles diverses, ces écoles pratiques et professionnelles, je fais ça parce que c'est pour me référer, en définitive, je devrais aller de l'autre côté. Donc c'est tout ce qui est à droite, parce qu'en fait je me réfère à mon écran, mais en fait c'est inversé. Donc ces écoles pratiques ou ces écoles professionnelles qui existaient avant la loi du 11 décembre 1880 vont progressivement devenir soit des EPCI, soit des ENP, et souvent ça va se faire dans la période de l'entre-deux-guerres. L'école des sciences et des arts industriels, la Martinière des garçons, est d'ailleurs devenue une EPCI en 1922, puis une ENP en 1926. La Martinière des filles a suivi la même voie, c'est-à-dire que le même chemin. Elle est devenue une EPCI aussi en 1922, mais elle est devenue une ENP un peu plus tard, c'est-à-dire en 1937. Alors la différence entre les EPCI, les ENP, les écoles pratiques et professionnelles, elle est vraiment minime. Elles recrutent toutes sur concours. Elles recrutent des élèves qui ont obtenu le certificat d'études primaires et elles leur dispensent gratuitement, encore une fois, pendant 3 ou 4 années, un enseignement théorique, pratique et général. La distinction que l'on pourrait faire entre ces différents établissements, ça se situe peut-être au niveau de la formation. C'est-à-dire que, par exemple, la formation des ENP est beaucoup plus exigeante que celle des EPCI. Les ENP vont délivrer un diplôme d'élève breveté, un DEB, tandis que les EPCI vont délivrer un certificat d'études pratiques industrielles, CEPI, ou alors un certificat d'études pratiques commerciales, CEPC. Voilà. Quoi qu'il en soit, cette différence de niveau, elle va se niveler et en 1941, les EPCI... Enfin non, je m'embrouille, je vais plus vite que la musique, excusez-moi, c'est la panique. Ces écoles, en fait, sont peu répandues sur le territoire, que ce soit les ENP, les EPCI, les écoles pratiques et professionnelles. Et elles sont sélectives et recherchées. Pour vous donner une petite idée, en 1913, par exemple, il n'y avait que 14 EPCI de filles, 59 EPCI garçons, ce qui est rien à l'échelle nationale. Et en 1938, alors on voit que ça monte légèrement en puissance, c'était 21 établissements de filles et 122 établissements de garçons. Mais donc, ce qu'il faut voir, ce qu'il faut comprendre et entendre, c'est que ces établissements d'enseignement technique, qui sont nés donc tout au long du XIXe siècle, qui se sont déployés tout au long du XXe siècle, étaient peu nombreux. Donc forcément, la sélection sur concours était drastique. Et ce qui explique que jusqu'en 1960, ces établissements d'enseignement technique et professionnel étaient d'un bon niveau. Ce qui est important de voir aussi, c'est que ces EPC, ces écoles, ces établissements d'enseignement technique et professionnel, grâce donc à l'enseignement général, à l'enseignement pratique, à l'enseignement donc en atelier, permet d'assurer une promotion sociale. Elle permet d'intégrer, à ces élèves, d'intégrer facilement le monde du travail et d'obtenir le statut de cadre intermédiaire. Et c'est la raison pour laquelle donc, des historiens ont qualifié les élèves, notamment des EPCI et des ENP, de publics en mobilité sociale et ascendante. Ça, on peut tout à fait le vérifier avec la Martinière des filles. Alors, la Martinière des filles, elle recrute sur concours, comme les autres établissements d'enseignement technique. Elle recrute des élèves principalement lyonnaises. Les candidatures sont plus importantes que les places offertes. La scolarité, à la Martinière des jeunes filles ou la Martinière des filles, alors j'emploie indistinctement la Martinière des filles, la Martinière des jeunes filles, parce que son nom change au fil des années. Hein. Donc la scolarité est gratuite. L'âge minimum d'entrée à la Martinière des jeunes filles est de 12 ans. Le cursus est de 3 ans. La formation
elle est exigeante et elle conjugue apprentissage professionnel spécialisé, c'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire commerce, broderie, confection, enseignement ménager au pluriel. Et elle dispense aussi une formation axée sur des savoirs académiques et sur une culture générale. Et ça permet à ces élèves de viser à l'issue de leur scolarité une meilleure situation que le simple statut d'ouvrière. Et ça, Émile Cohendy en témoigne. Donc Émile Cohendy, c'était le président de la commission administrative de l'école de la Martinière depuis 1893 et il était membre du Conseil supérieur de l'enseignement technique. Et donc, en 1907, il dit la chose suivante, il dit « À la sortie de l'école, elles sont très recherchées dans le commerce et les industries féminines. » Donc il parle des élèves donc, de la Martinière des jeunes filles. L'apprentissage complet, donc ce complet c'est important, d'employés de commerce, de couturières, de brodeuses, qu'elles font à l'école, joint à l'instruction générale qu'elles y ont reçue, leur permet de rendre plus de services et par la suite de s'élever à des situations plus lucratives que les apprentis qui sont uniquement formés au petit bonheur dans les ateliers. Donc, ça, c'était pour vous montrer un petit peu le schéma de la Martinière des filles. Je reviens donc sur le diagramme qui présente un petit peu l'évolution, la structuration de l'enseignement technique et professionnel. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que on part donc de 3 types d'écoles. En 1941, déjà, il y a une première transformation des EPCI en collèges techniques. Et puis, en 1960, à la faveur d'une loi, la réforme Berthoin, on réunit tous ces établissements et ça devient, en fait, des lycées techniques. Ce qui est important aussi de dire, c'est qu'en devenant des lycées techniques, c'est la fin du distinguo qui existait jusqu'alors entre la filière de l'enseignement technique, dont je vous parle depuis tout à l'heure, et la filière de l'enseignement secondaire. Quand je parle de l'enseignement secondaire, c'était à l'époque les collèges et les lycées modernes ou les collèges et lycées classiques. Les collèges et lycées classiques et modernes étaient considérés comme l'ordre de l'élite sociale. À partir de 1960, eh bien, lycées techniques, lycées classiques et modernes ne se distinguent plus au sein de l'enseignement. Dernier commentaire donc, relatif à ce diagramme. En 1985, on va encore beaucoup plus loin dans l'intégration des filières de l'enseignement technique aux filières de l'enseignement général. Ces lycées d'enseignement technique deviennent des lycées d'enseignement général et technologique. Là, ce que je vous raconte, c'est exactement ce qui est arrivé donc, à la Martinière des filles et Martinière des garçons. La Martinière des filles est devenue un collège technique en 1941. La Martinière est devenue, on parlait ensuite de la Martinière Terreau, c'est devenu un lycée technique et puis c'est devenu un LGT, donc un lycée d'enseignement général et technologique. C'est une longue introduction, mais je pense que c'est important de comprendre de quoi il en retourne quand on parle d'établissement d'enseignement technique. Ça me permettra de vous expliquer comment en fait l'architecture de la Martinière des filles incarne en fait un établissement d'enseignement technique. Donc je vous ai dit, la Martinière des filles, elle incarne donc, c'est vraiment un établissement d'enseignement type, d'un enseignement technique type, mais c'est aussi un établissement d'enseignement technique pour les filles. Alors qu'est-ce que ça signifie et pourquoi on doit distinguer l'instruction féminine de l'instruction masculine? Il faut avoir en tête que la mixité de l'enseignement, elle est assez récente. Elle n'est obligatoire que depuis 1975, c'est-à-dire depuis la loi Haby. Longtemps, quand cela était possible financièrement, parce que ce n'était pas toujours le cas, notamment dans les petites municipalités, dans les villages, les garçons et les filles ont été séparés dans les établissements scolaires. Et quel que soit le niveau ou le type d'établissement scolaire, hein, que ce soit établissement d'enseignement général, établissement d'enseignement technique, collège, lycée, etc., il y avait, quand c'était possible, cette séparation. Et
Cette séparation, donc garçon-fille, a conduit à un inégal accès aux formations. Et ça, les historiens de l'éducation, Françoise et Claude Lelièvre, l'expliquent très bien. Ils disent la chose suivante. Ils disent « Les enseignements primaires et secondaires d'État ont été institués dans la seconde moitié du XIXe siècle pour les filles, alors qu'ils avaient été créés dès la première moitié du siècle pour les garçons. De l'Ancien Régime à la Quatrième République, la scolarisation des filles est manifestement et explicitement différente de celle des garçons. Il est patent qu'elle est qualitativement et quantitativement inférieure à la leur. » Alors ça peut s'expliquer, c'est-à-dire que les filles, a priori, mais en fait c'était une idée reçue, ne se destinaient qu'au métier, entre guillemets, de mère de famille, de femme au foyer. Donc pourquoi finalement leur instruction avait moins d'importance en quelque sorte que l'instruction masculine. Alors, faute de temps, je ne vais pas ici retracer l'histoire de l'instruction féminine, ni refaire l'historique des lois sur l'instruction primaire et secondaire, qui pourrait illustrer, si vous voulez, la primauté de l'enseignement masculin sur l'enseignement féminin. Mais je vais vous rappeler juste deux faits pour illustrer mon propos. Il faut savoir déjà que les lycées de garçons qui ont été créés au début du XIXe siècle sous le régime napoléonien, c'est-à-dire le 1er mai 1802, eh bien cette création, elle s'est accompagnée d'une interdiction faite aux filles de les fréquenter. Le décret du 17 mars 1808, qui portait donc sur la création de ces lycées, disait la chose suivante: aucune femme ne pourra être logée ni reçue dans l'intérieur des lycées et des collèges. Donc dès le départ, on dit pas d'instruction féminine dans les lycées, pas de femmes dans les lycées. Deuxième point que je voudrais vous rappeler pour aussi étayer ce que disaient donc Françoise Lelièvre et Claude Lelièvre, c'est que l'instruction primaire n'a d'abord été axée que sur la scolarisation des garçons. Il y a eu une loi, la loi Fallou, du 28 juin 1833, qui obligeait donc l'ouverture d'écoles primaires de garçons. Ce n'est qu'en 1850, donc une petite vingtaine d'années après, qui est imposé aux communes de plus de 800 habitants, donc pas les plus petites communes, donc l'ouverture d'une école des filles. Donc l'histoire de la Martinière des filles, ce décalage entre instruction masculine, instruction féminine, on le retrouve aussi avec la Martinière des filles. Je vous montre là, je vous ai fait une petite frise chronologique qui montre un peu ce retard, entre guillemets, pris par la Martinière des filles par rapport à la Martinière des garçons. Donc, 1803, officialisation du legs du major général Martin. Qu'est-ce qu'on voit? Donc c'est ce que je vous disais déjà tout à l'heure, c'est qu'en 1826 ont lieu donc les premiers cours pour les garçons donc au Palais Saint-Pierre. Donc c'est pas d'abord dans l'ancien couvent des Augustins. Les premiers cours pour les jeunes filles, vous voyez, c'est près de 50 ans plus tard. Et ces premiers cours, c'est quelques cours qui ont lieu donc dans l'ancien couvent des Augustins. De la même manière, l'école des sciences et des arts industriels de la Martinière investit donc l'ancien couvent des Augustins en 1833. Et il faut attendre près d'une soixantaine d'années pour que les jeunes filles aient leur école professionnelle et ménagère qui va être inaugurée, vous voyez, en 1907. Alors en fait, les jeunes filles ont eu un établissement, ont eu un bâtiment avant 1907. En 1879, elles ont investi un bâtiment qui était en fait le fruit d'un legs, le legs du docteur Gilibert. C'était la maison Gilibert, c'était une maison atelier. Et cette maison atelier a accueilli ces jeunes filles donc de 1879 à 1906. La commission administrative de la Martinière avait fait quelques travaux d'aménagement pour que ces cours puissent se passer convenablement. Néanmoins, il faut savoir que ce bâtiment était dans un état déplorable, insalubre. Il y a eu même en 1800... en 1880, il y a un plancher, par exemple, qui s'est écroulé. Donc, les conditions, en fait, si vous voulez, d'enseignement n'étaient pas idoines, n'étaient pas... Enfin, la Martinière des jeunes filles était mal installée dans cette ancienne
immeuble atelier. Là, juste, vous voyez un plan donc, où on voit le rectangle rouge, c'est donc c'était ce 21 rue Royale, donc c'était dans le premier arrondissement, c'est donc là où a été installée la première martinière des jeunes filles. Le petit carré intérieur, c'est la cour, c'est une toute petite cour, et il faut imaginer que, et ça je vais m'appuyer en fait sur sa sous-directrice, en fait, Marie Chalet, en 1885, avait écrit une lettre de doléance pour dire combien cette école était absolument pas adaptée pour dispenser des cours dans de bonnes conditions. Elle parlait notamment de l'exiguïté des classes. Elle parlait du mauvais éclairage des classes qui donnaient sur une cour étroite et sombre. La cour, elle fait 50 mètres carrés. Ensuite, cette petite cour, les élèves de la Martinière des jeunes filles ne pouvaient pas y accéder. C'est-à-dire qu'elles n'avaient pas de cours de récréation, elles n'avaient pas de préau. Donc il fallait qu'elles prennent leur pause. Il y avait 180 élèves, donc dans les années 1880, dans le réfectoire. Ce réfectoire mesurait 70 mètres carrés. Elles ne sortaient pas à l'air libre et elles ne pouvaient pas se dépenser physiquement. L'équipe pédagogique leur interdisait tout jeu qui pouvait, si vous voulez, nuire, pouvait entraîner des incidents. L'état des planchers ne permettait pas aux jeunes filles de courir, de sauter, etc., etc. Bref, il faut attendre près d'un quart de siècle, donc 1906, pour que la Martinière des filles déménage dans l'édifice que nous connaissons. Alors, pour expliquer ce retard, il y a Tibule Lang, qui était le directeur de la Martinière entre 1879 et 1909, parle du mal faute d'argent. On n'a pas eu assez d'argent, si vous voulez, pour construire un bâtiment digne de ce nom pour la Martinière des filles. Néanmoins, moi, je voudrais nuancer ce propos et dire que je pense surtout que ça résulte surtout de décisions de la commission administrative de la Martinière qui a toujours privilégié la Martinière des garçons dans ses arbitrages budgétaires. Pour illustrer mon propos, je pourrais parler du détournement du legs de Madame de Cusieux. Dans son testament, donc son legs, en fait, c'était une fortune. Elle a légué à la fin des années 1880 2 650 000 francs. Elle le déduit donc à l'institution scolaire. Et l'objectif, c'est d'aider, et là c'est dans son testament, l'affermissement, l'extension et la prospérité de l'élément nouvellement introduit dans l'école, celui de l'enseignement particulier aux jeunes filles. Donc, Madame de Cusieux lègue une fortune considérable pour développer la Martinière des jeunes filles. Qu'est-ce qui se passe ? En 1902, la grande majorité de cet héritage va être utilisé pour l'agrandissement de l'école des garçons. Seul 1/5 de cette fortune, soit 500 000 francs, sera finalement alloué à la construction de la Martinière des jeunes filles, achat terrain compris. Donc voilà, c'est juste pour illustrer ce que je vous disais jusqu'alors. Alors, si l'instruction féminine n'est pas clairement une priorité au XIXe siècle, au début du XXe siècle, il est néanmoins un enseignement qui n'est pas négligé, c'est celui de l'enseignement ménager. Dès l'école primaire, les fillettes apprennent les travaux de l'aiguille. À l'école professionnelle et ménagère de la Martinière, ce sont des cours de sciences usuelles, c'est-à-dire l'économie domestique, l'hygiène, la couture, le raccommodage, les modes, la broderie blanche, le blanchissage, le repassage, le dégraissage et la cuisine qui sont dispensés. L'objectif, je l'ai entendu, l'objectif est de préparer les élèves au rôle domestique des futures mères de famille qu'elles deviendront. Le discours d'inauguration de la Martinière des jeunes filles, prononcé le 19 mai 1907 par Émile Cohendy, en présence du président de la République Armand Fallières, du ministre du Commerce Gaston Doumergue et du ministre de l'Intérieur Georges Clémenceau, ne dit pas autre chose. C'est un extrait. Nous voulons que nos jeunes filles soient initiées de bonne heure à la bonne tenue de la maison, qu'elles apprennent à parer le logis avec goût, voire même avec coquetterie, qu'elles sachent lui donner cet air de bien-être qui coûte si peu lorsqu'on sait s'y prendre, afin que sa propreté souriante inspire le désir d'y rester, qu'après une journée de travail, chaque retour de l'époux soit une fête nouvelle et réconfortante.
Alors, en 2025, et je l'entends à vos réactions, ces propos sont difficilement entendables. Mais au début du XXe siècle, quand l'école ouvre ses portes rue de la Martinière, c'est un vrai motif de fierté. Il y a même des articles très élogieux qui paraissent dans les journaux de l'époque, des journaux d'envergure locale, comme la construction lyonnaise, aussi bien que nationale, comme l'architecture moderne, et qui soulignent le caractère novateur et qui posent cette école comme un modèle avant-gardiste. Autre citation. Tant par la nouveauté de ses programmes que par l'installation confortable et l'aménagement rationnel de ses salles de classe et des divers locaux affectés aux enseignements pratiques, cuisine, blanchissage, repassage, dégraissage, etc., où se manifeste partout le respect de l'hygiène la plus rigoureuse, la Martinière des jeunes filles est vraiment le prototype de l'école professionnelle et ménagère. Dans les faits, de nombreuses délégations visiteront la Martinière des jeunes filles, qui a vraiment, vraisemblablement, contribué dans une certaine mesure à définir l'archétype de ce type d'établissement scolaire. En 1917, on pouvait ainsi dire que ces installations avaient été imitées dans de nombreuses écoles françaises et étrangères. Alors cet engouement, il peut s'expliquer pour autre chose, par le fait que les enseignements ménagers, dès leur création, n'étaient pas uniquement dispensés pour former des femmes au foyer. Comme le rappelle Marianne Thivan, qui est ma co-directrice de thèse et donc qui est historienne de l'éducation, ils avaient aussi pour but de professionnaliser les tâches ménagères et maternelles, mais également de former à des métiers, professeurs d'enseignement ménager dans les usines, monitrices sociales, dames gouvernantes, gérantes d'hôtels, cuisinières de régime des nouvelles cantines scolaires. Donc ce sont autant de nouvelles perspectives professionnelles qui peuvent contribuer à l'indépendance financière des jeunes filles, au même titre que les formations dans le commerce ou dans la confection. Pour acquérir l'ensemble de ces compétences, la Martinière des jeunes filles, le bâtiment de 1906, va offrir un cadre idoine, comme nous allons maintenant, comme je vais essayer maintenant de le démontrer avec l'étude de son architecture. Donc, comme je vous le disais, il faut que je regarde, que je ne m'emballe pas, 7h44. La Martinière des jeunes filles a été l'œuvre de deux architectes, donc François Clermont et Eugène Riboud. François Clermont et Eugène Riboud ont tous les deux été formés à l'École des Beaux-Arts de Lyon. Pour François Clermont, sa formation a été complétée par l'École des Beaux-Arts, une formation à l'École des Beaux-Arts de Paris, dans la section d'architecture de 2e classe de l'architecte Julien Gadet. Pour l'anecdote, Julien Gadet est le père de Paul Gadet, qui fut l'architecte conseil de l'enseignement technique de 1925 à 1931. Tout se recoupe. Et autre petite anecdote, François Clermont était un ancien élève de la Martinière. Alors, Clermont et Riboud, alors pour ceux qui ne les connaissent pas, ont compté en fait dans l'histoire architecturale lyonnaise. Ne serait-ce que parce que, par exemple, François Clermont a été pendant 2 décennies administrateur des hospices civils de Lyon. Eugène Riboud, lui, fut président du syndicat des architectes du Rhône. Clermont et Riboud, en fait, ont collaboré dès 1999, et c'est à eux que nous devons, par exemple, la salle Rameau, qui fait face à la Martinière des jeunes filles, ou bien le Palais de la Mutualité. Alors, le Palais de la Mutualité, il a été construit après le décès accidentel d'Eugène Riboud, qui est décédé en 1909, mais il a participé à sa conception. Donc voilà, pour vous situer ces deux architectes. Mais Clermont et Riboud, ils sont aussi connus pour autre chose. Ils sont connus pour avoir œuvré à la transformation et à l'amélioration des quartiers Saint-Vincent de la Martinière. Donc aujourd'hui, on parle des quartiers de la Martinière. Et le quartier de la Martinière, à la fin du 19e siècle, présentait de vrais enjeux de salubrité publique. Et donc, en l'espace d'une décennie, ce qu'il faut savoir, c'est que Clermont et Riboud vont totalement remodeler en fait ce quartier. Ils vont totalement modifier le réseau viaire. Ils vont élargir plusieurs rues, comme on peut voir sur le schéma ici, et ils vont construire pas moins de 25 nouveaux immeubles dans ce quartier de la Martinière.
pour assurer une cohérence d'ensemble à ce nouveau quartier de la Martinière, Clermont et Ribouille vont puiser dans un vocabulaire esthétique spécifique qui est celui de l'Art nouveau. Donc, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce vocabulaire de l'Art nouveau était peu usité à Lyon. Et donc, on le retrouve très précisément donc, dans ce quartier de la Martinière. Alors, évidemment, ce n'est pas des architectures Art Nouveau telles qu'on peut les trouver à Nancy, à Bruxelles. Hein, c'est quand même très mesuré. Hein, ça s'adapte à la mesure lyonnaise, on va dire ça comme ça. Mais on voit dans les détails les impostes, les dessus de porte, les encadrements de fenêtres, etc. S'ornent comme ça de motifs floraux, de courbes, de contre-courbes, etc., qui renvoient donc à l'esthétique Art Nouveau. Cette esthétique Art Nouveau, on la retrouve aussi dans la Martinière des jeunes filles, qui a été construite par Clermont et Ribouille, hein, je le rappelle, et je vous montre ici quelques exemples. Alors, l'exemple le plus manifeste, c'est notamment son majestueux portail. Hein, on voit notamment son linteau aérien avec écrit la Martinière des jeunes filles avec une police de caractère typiquement 1900. On voit l'asymétrie, alors toujours dans la mesure hein, de son portail. On voit le vocabulaire fleuri, par exemple, qui coiffe la marquise de l'entrée de la cour de la Martinière des jeunes filles. Les frises fleuries au-dessus du double imposte de la porte d'entrée de la Martinière des jeunes filles. Ou encore, on voit donc l'imposte, donc ça c'est rue Louis Vuittet, on voit le monogramme de la Martinière des jeunes filles avec ces courbes et contre-courbes qui sont typiquement 1900. Alors, la Martinière des jeunes filles, il faut que je vous le resitue, c'est vraiment important. Il se situe, on le voit ici, au carrefour en fait de trois rues. La rue de la Martinière, donc, qui a été élargie, hein, on le voit. La place de la Miséricorde, alors ça s'appelle plus comme ça aujourd'hui, hein, c'est la place Toby Rebatel, et puis la rue Louis Vuittet. Et ce qu'on voit aussi, c'est que donc ces trois rues mènent à la Martinière des jeunes filles, c'est important, et qu'après la Martinière des jeunes filles, la rue de la Martinière, elle s'arrête. C'est-à-dire que avant, la rue Terme n'était pas, ne conduisait pas à la Martinière des jeunes filles. Cette Martinière des jeunes filles, elle était vue à l'époque comme, et là pareil, hein, je reprends les mots d'un journaliste du début du XXe siècle, comme un aboutissement original à ce quartier. Quand on parle d'aboutissement original, on peut dire que, effectivement, par sa situation géographique, ses abords dégagés, eh bien, cette construction, elle se remarque de loin. Donc là, on le voit très clairement sur cette carte postale. Alors je triche un peu parce que la salle Rameau n'a pas été encore construite. Mais si je prends cette autre vue, on voit bien que la Martinière des jeunes filles, là on est place de la Miséricorde. On voit à droite qu'effectivement c'est bouché. Tout au fond à gauche, on voit la rue Louis Vuittet. Là, les abords sont totalement dégagés. Et donc, il y a cette Martinière des jeunes filles qui se remarque de fait, de par sa situation géographique. Mais en fait, cette Martinière des jeunes filles, si on parle d'aboutissement original, c'est aussi par son plan en éventail, et aussi par son vocabulaire ornemental qui est déployé sur l'ensemble de ses façades. On disait à l'époque, on parlait d'elle en disant que c'était un véritable petit palais. Et donc, je vais essayer juste de vous montrer quelques exemples pour vous montrer à quel point les éléments d'ornementation couvrent en fait les façades de cet édifice. Si on part du rez-de-chaussée, par exemple, on le voit, là, il y a le monogramme de l'école en bas-relief qui est assis sur une sphère émaillée de couleur bleu-verte qui marque l'extrémité donc, de ces arcs cintrés surbaissés. Si on monte d'un étage, on voit qu'il y a des frises en bas-relief qui comprennent des fleurs de lotus, des rinceaux, des volutes, des denticules, qui habillent et qui assoient l'horizontalité des allèges des façades sur cour. Je poursuis.
cet inventaire des éléments d'ornementation qui habillent cette façade. Au 3e étage, il y a toute une frise colorée qui alterne monogramme émaillé de la Martinière. On martèle le nom de la Martinière. On dit la Martinière, c'est la Martinière, c'est la Martinière, qui alterne donc ce monogramme et ces figures fleuries. Si je vais maintenant je regarde la lège de la fenêtre du 3e étage du corps central, eh bien, on retrouve les mêmes motifs que ceux des façades latérales sur cour, mais cette fois-ci, ils sont en grès émaillé coloré. Et puis, on voit aussi qu'un registre végétal est employé pour encadrer et surmonter cette baie. Donc, on voit quand même que l'ornementation est très présente et on emploie de la couleur, ce qui est pas anodin, ce qui n'est pas courant. Les façades, que je vous parle de couleurs, les façades sur rue ne sont pas en reste, avec leurs grands panneaux décoratifs en mosaïque vénitienne qui convoquent l'histoire de cette école. Celui de la rue Vité rend hommage au premier fondateur de la Martinière, le major général Claude Martin. Celui de la façade qui se situe rue de la Martinière célèbre Madame de Cusieux, la seconde généreuse donatrice, sans qui cette Martinière des jeunes filles, ce bâtiment n'aurait jamais vu le jour. Alors elle est célèbre juste, donc on le voit avec l'inscription dans le cartouche situé en bas de cette image, avec le nom de Madame de Cusieux, sa date de naissance et de mort. Et elle célèbre aussi la municipalité de Lyon, puisque c'est elle en fait qui a été à l'œuvre pour donc la construction de cette Martinière. Alors, Madame de Cusieux, on la retrouve dans un autre endroit quand même. On la retrouve à l'intérieur de la Martinière des jeunes filles. Quand on pénètre dans le vestibule, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve le buste de Madame de Cusieux qui a été sculpté en 1907 par Jean-Louis Chorel. Et ce buste, vous voyez, il trône en fait au centre, en fait, on devine au pied de l'escalier, sur une mosaïque fleurie. Et donc, ce buste, j'en dis juste 2 mots, comme ça, très, très rapidement. Quand on le regarde, on voit que Madame de Cusieux, c'est quelqu'un qui a un visage sévère. Elle a une attitude empreinte de modestie, tête et yeux baissés. Et on se dit c'est comme si elle veillait sur le sérieux et la bonne conduite des élèves de l'école. Cette soumission naturelle de Madame de Cusieux, telle qu'elle est présentée ici, je voudrais juste souligner qu'elle s'y est très peu en fait à cette femme hors norme qui était connue de son vivant pour son fort tempérament et son goût pour défier toute forme d'autorité, en particulier masculine. C'est pour l'anecdote. Alors je vais revenir à mon inventaire des éléments d'ornementation sur la Martinière, sur les façades de la Martinière des jeunes filles, parce que quand on lève les yeux, on s'aperçoit que même dans les parties supérieures donc, de cette Martinière des jeunes filles, eh bien, de ce qu'on ne voit pas de la rue, eh bien, même là, les éléments d'ornementation sont présents. On voit ici des motifs en grès émaillé, bleu et vert, qui animent, qui confèrent une certaine élégance à l'ensemble. Pareil, si je regarde le pavillon à double toit qui couronne en fait le corps central du bâtiment et qui abrite en son cœur donc l'horloge qui rythme la vie de l'école, pareil, on voit que partout où on pose le regard, il y a ornementation. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que, pardon, je fais un peu trop vite, nous avons affaire à un bâtiment élégant qui s'écarte de fait de l'esthétique austère des écoles primaires de la Troisième République. En témoigne, par exemple, là, ce que je suis en train de vous projeter, c'est le groupe scolaire Sergent Blandan, qui a été pourtant construit par François Clermont, l'un des architectes donc, de la Martinière des filles. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que, ne serait-ce que par cette abondance, en fait, cette abondante ornementation, ce travail d'ornementation, on distingue clairement l'école, la Martinière des filles, d'une école primaire. C'est d'un autre niveau. Autre chose, ce qu'on peut dire, c'est que ce registre ornemental employé, largement végétal, la délicatesse des motifs utilisés, la palette chromatique employée, ces camailleux de bleu, de vert, etc., disent peut-être le genre féminin de cette école professionnelle et ménagère. On voit bien, par exemple, l'écart stylistique qui existe entre la Martinière des garçons qu'on voit ici et la Martinière des jeunes filles donc, que je vous présente depuis tout à l'heure.
Et puis enfin, on peut s'autoriser à penser que ces motifs placés, les mosaïques, ces broderies végétales qui courent sur les murs, ces dentelles qui soulignent la base de l'étage en attique, etc., renvoient aux enseignements professionnels qui sont dispensés au sein de cette école, broderie et confection. Donc quelque part, cette ornementation, elle n'est pas là pour rien. Elle est là pour embellir le quartier, pour raconter que c'est un établissement d'enseignement technique et pas une école primaire, que c'est aussi un établissement d'enseignement technique de jeunes filles et qu'on y enseigne, entre autres, donc, la broderie et la confection. Alors le bâtiment, l'intérieur de l'édifice, il est beaucoup plus sobre. Et ce qui le caractérise surtout, c'est son aménagement logique et fonctionnel, ainsi que son équipement à la pointe de la modernité. Le bâtiment, il est dimensionné pour accueillir un effectif de 300 élèves, d'une superficie d'un peu plus de 2000 m². Il est constitué, si vous voulez, pardon, je vais y arriver, je suis en train de me perdre. En fait, il est constitué de 2 ailes rectangulaires qui se déploient de part et d'autre, donc d'un noyau central. Et ce noyau central, c'est ce qu'on voit sur la coupe ici, abrite un escalier, et cet escalier dessert donc tous les étages du sous-sol jusqu'au 4e et dernier étage. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que on le voit sur cette première photographie, on voit que cet édifice, il est construit en grande partie en retrait de la voie publique. Et en fait, il va s'adapter à la forme exiguë du terrain qui lui avait été donné. Et c'est la raison pour laquelle il va dessiner cet angle obtus, en fait, à l'image d'un éventail ou d'un livre ouvert. Et c'est au sein de cet éventail, de ce livre ouvert, que va donc se nicher donc, une petite cour de 238 m². Alors ce choix de Clermont et Ribou pour créer cette architecture en V ouverte sur la rue et qui participe à l'originalité de l'édifice, parce qu'on n'en trouve pas beaucoup des édifices en V comme ça, eh bien, il est motivé avant tout par des considérations hygiénistes. Il s'agit d'offrir aux usagères de cette école de la lumière, de l'air et de l'espace pour offrir les meilleures conditions d'apprentissage qui soient. On veille à ne pas enfermer l'architecture sur elle-même et à l'ouvrir sur l'extérieur. C'est ce qu'on voit avec cette architecture en V. Il y a de grandes baies vitrées qui scandent les façades. C'est ce qu'on voit toujours sur cette photo et qui assurent un bon niveau d'éclairement général. Et les salles de cours et les ateliers sont de vastes volumes avec de grandes hauteurs sous plafond. Alors, comment se répartissent les espaces ? Au rez-de-chaussée, donc dans l'aile ouest du bâtiment, on trouve d'abord un préau couvert d'une superficie d'environ 130 m². C'est intéressant parce qu'il permet finalement de prolonger, si vous voulez, la zone de récréation, et il offre la garantie d'une respiration à l'air libre, quelle que soit la météo. Je pense que ce préau et cette cour, ils sont importants, surtout au regard de la maison Gilibert, qui n'avait pas de cour de récréation. C'est une solution qui est ingénieuse, finalement, qui a été trouvée par les architectes, parce qu'avec ce préau couvert, ils augmentent en fait la surface ils répondent aux besoins d'espace extérieur, en dépit de l'exiguïté du terrain investi qui faisait moins de 700 m². Dans l'aile est du rez-de-chaussée a été installé le premier espace qui est dédié aux enseignements ménagers. La buanderie. La buanderie, elle est subdivisée en 2 sous-espaces. D'un côté, il y a la zone de blanchissage, je vais y arriver, qui est équipée de séchoirs à vapeur, de lessiveuses à gaz. Et de l'autre côté, on va trouver la zone de repassage qui, elle, est équipée de réchauds à gaz. Ces fameux réchauds à gaz qu'on voit là, le long des fenêtres qui permettent de réchauffer la semelle des fers à repasser. Au sous-sol de l'aile orientale, on retrouve la cuisine, qui est une cuisine pédagogique, mais aussi une cuisine qui sert à confectionner les repas pour les demi-pensionnaires. Donc on trouve cette cuisine, le réfectoire et l'office.
Alors on peut s'étonner qu'une cuisine se trouve en sous-sol d'un établissement. Alors la réponse que j'ai trouvée, enfin l'hypothèse que j'aimais, c'est que on le voit sur le plan, on le voit que sous la cour, en fait, il y avait la soute à charbon. Et en fait, les cuisinières étaient au départ des cuisinières à charbon. Et donc, il fallait pouvoir aller prendre le charbon. Il fallait que ces cuisinières se trouvent à proximité, en fait, de ce charbon. Donc, je vous parlais de la cuisine. Voici également donc au sous-sol donc la fameuse salle à manger, donc qui était attenante à la cuisine. Donc, on voit que l'aménagement est très fonctionnel, et on voit qu'il y a quand même si c'est la cuisine, le réfectoire se situe en sous-sol, on voit que il y a des ouvertures qui permettent finalement l'entrée, l'apport de lumière naturelle. Il y a quand même une assez bonne hauteur de sous-plafond, hauteur sous plafond qui est équivalente à 3 mètres à peu près. Alors au premier étage, on a les enseignements commerciaux. Je ne détaille pas, mais après on pourra revenir dessus plus tard si vous voulez. Au second étage, il y a les classes d'enseignement général. Alors voici une classe d'enseignement général prévue pour 76 élèves. Au troisième étage, nous avons les ateliers de confection. Et au quatrième et dernier étage, nous avons d'un côté, donc dans l'aile ouest, la salle de dessin. Et de l'autre côté, dans l'aile est, la salle de broderie. Alors pourquoi la broderie et le dessin sont au dernier étage? C'est qu'ils ont besoin de lumière. Et ça tombe bien, parce que Clermont et Ribou ont prévu un éclairage naturel zénital par en fait des sheds, en fait, l'apport de sheds, en fait. Et ces sheds sont invisibles depuis la rue. Et ces sheds, quelque part, c'est le seul élément finalement architectonique qui renvoie au vocabulaire de l'usine. Et ce vocabulaire de l'usine, de la fabrique, de l'industrie, n'est pas visible depuis l'extérieur. Néanmoins, il remplit sa fonction, c'est celui d'apporter de la lumière, et une lumière égale pour les travaux de broderie et pour le travail de dessin. Autre photo qui donne à voir un petit peu les sheds. Alors, si la salle d'enseignement général qu'on voit donc tout à gauche pour vous reprend en fait l'organisation éprouvée de la salle, ce qu'on appelle la classe en autobus, c'est-à-dire qu'on a le professeur qui est assis sur une estrade et qu'il fait face à des élèves qui sont eux assis derrière un pupitre. On peut constater qu'en ce qui concerne les enseignements professionnels, les enseignements ménagers et professionnels, qui sont destinés à de petits effectifs, eh bien, l'aménagement est beaucoup plus libre, en fait. Pourquoi il est beaucoup plus libre? Parce qu'ils doivent permettre l'apprentissage de savoir-faire, qui demande un engagement corporel. Et puis, évidemment, cet aménagement dépend aussi des équipements, des machines à coudre, des machines à écrire, etc., etc. Alors les matériaux, là j'en dis juste 2 mots, qui sont employés pour la martinière des filles, c'est la pierre de taille, c'est le béton armé, qui est pour les planchers, qui sont revêtus d'un parquet. Ce qu'on peut dire, c'est que l'école, elle est vraiment... non seulement elle est élégante, on l'a vu par l'étude de ses façades extérieures, mais elle est aussi bien construite, elle est fonctionnelle. Et dès son ouverture, son succès est assuré à tel point, en fait, que ses effectifs dépassent rapidement ceux pour lesquels elle a été dimensionnée. Elle a été construite pour 300 élèves. En 1931, elle compte déjà 493 élèves. En 1935, elle compte 840 élèves. Alors, je triche un peu parce qu'en réalité, en 1928, il y a une école technique de la rue Bossuet qui a été annexée à la Martinière des filles, mais qui avait un effectif qui était moins d'une centaine d'élèves quand même. Mais voilà, donc ça vous donne une idée. C'est la raison pour laquelle, dès la fin des années 20, en fait, il y a une réflexion qui est engagée sur la possibilité d'une extension.
Alors pour parer au plus urgent, en 1928, il y a des travaux d'aménagement qui sont effectués dans une aile des Augustins pour accueillir provisoirement les 300 élèves de la section commerciale. Presque simultanément, François Clermont, il est chargé de réfléchir à un agrandissement du bâtiment d'origine. Et cet agrandissement du bâtiment d'origine, il est rendu possible par l'ouverture programmée de la rue Terme. Donc on voit là, justement sur cette photo, le bâtiment qui bloque l'accès à la rue Terme qui est en train d'être détruit. Et donc cette ouverture programmée de la rue Terme permet d'accéder, la destruction d'immeubles de la rue Terme permet de gagner sur un terrain qui permet d'envisager l'extension de la Martinière. Donc, François Clermont, dès 1929, livre des premiers plans. Ces plans sont validés en 1930. Et ce qui est assez intéressant, donc, c'est ce qu'on voit sur ce plan. Donc, on voit l'ouverture, on voit le terrain. Et quelque part, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a comme l'impression que François Clermont, il procède comme une duplication du bâtiment d'origine. C'est-à-dire qu'on a un bâtiment alors qui est moins ouvert parce qu'en fait, il épouse en fait la forme du terrain. Mais c'est un bâtiment avec 2 ailes latérales, un corps central. Hop, il opère un quart de tour et il pense ainsi répondre aussi aux problèmes d'éclairage, notamment d'accès, etc., de ce bâtiment. Je vous montre quelques images sans les commenter. On voit qu'il réfléchit quand même à la façon d'assurer une continuité visuelle entre le bâtiment de la fin des années 1920 et le bâtiment 1906, qui évidemment, le bâtiment donc, de 1929 qu'il propose, est un bâtiment qui stylistiquement ne renvoie plus à l'art nouveau, mais plutôt à l'art déco, qu'on voit ici. Alors le problème, c'est que François Clermont décède brutalement en 1930 et ces plans vont être repris par 2 autres architectes. Ils vont vraiment les reprendre. Donc là, je vous montre je ne veux pas vous montrer l'intégralité, mais je vous montre des plans et des élévations. Ils vont reprendre les plans. Donc, ils reprennent exactement la même chose. Ils vont juste détailler. On voit que l'attention portée à l'hygiène est toujours importante. Quand on regarde dans la partie supérieure, c'est qu'on intègre des douches, par exemple, dans cet établissement. Donc, ce sont les architectes. Alors, pareil, j'ai peur d'écorcher le nom. Donc, Streichenberger et Sautour, qui vont reprendre et qui vont finaliser le projet. Mais ce projet, vous vous en doutez, il a été ajourné en raison du contexte de crise économique qui sévit alors. Donc on voit un petit peu les petites modifications de façade, mais Streichenberger et Sautour ont vraiment respecté finalement l'état, l'esprit du projet de François Clermont. Néanmoins, ce n'est pas ce projet-là qui va être construit, mais c'est celui de Michel Cuminal. Il faut donc attendre après-guerre pour que l'extension projetée de la Martinière des Filles voie le jour. Le projet est officiellement relancé en 1952 et Michel Cuminal est désigné pour mener à bien donc, cette mission. Alors Michel Cuminal, pour vous en toucher 2 mots, c'est un ancien élève de Tony Garnier à l'École régionale d'architecture de Lyon, de 1919 à 1922. Et il a été aussi ancien élève à l'École des Beaux-Arts de Paris, dont il va sortir diplômé en 1923. Et Michel Cuminal exerce comme architecte du ministère de l'Éducation nationale à la Direction générale de l'enseignement technique. Après-guerre, enfin même à partir de 1938, pour avoir le droit de construire un établissement d'enseignement technique, il faut être habilité et être architecte du ministère de l'Éducation nationale à la Direction générale de l'enseignement technique. Donc Michel Cuminal va déposer le permis de construire en 1956 et les travaux vont s'étaler jusqu'en janvier 1960. Alors de prime abord, quand on regarde ce bâtiment, qui paraît massif, qui paraît presque nu, il peut sembler d'une grande banalité. On pourrait même dire qu'il nie le bâtiment d'origine.
En réalité, c'est un jugement erroné qu'une étude attentive vient contredire. C'est vrai, Michel Cuminal prend le contre-pied du projet de François Clermont, du projet d'extension de François Clermont. C'est-à-dire que, tandis que François Clermont, en 1929, imaginait à nouveau un bâtiment ouvert sur l'extérieur, constitué de 2 ailes latérales, d'un corps central, eh bien, c'est tout le contraire qui est construit à la fin des années 50. C'est un volume unique qui est clos sur lui-même. Comme on le voit là sur le plan masse, son emprise au sol épouse l'entièreté du terrain pour former un polygone convexe qui suit au mieux le tracé en fait, de la rue Terme qui est nouvellement prolongée. Alors le problème, c'est l'apport de lumière. Pour résoudre en fait ce problème d'apport de lumière naturelle, parce qu'on voit bien hein, toute la profondeur de cette extension, surtout que les murs sont aveugles hein, au nord, Michel Cuminal va très rapidement penser à percer l'intérieur de son bâtiment et amener un lanterneau. Dans son premier plan, son lanterneau, il est au premier étage, tandis que une verrière circulaire va clore en fait l'ensemble des autres niveaux. Cette solution ne sera pas retenue et Michel Cuminal va finalement poser son lanterneau sur la terrasse de cette extension. Et ça va permettre finalement de ne pas construire de verrière intérieure. Et à la place de cette verrière intérieure, Michel Cuminal va créer donc une rotonde circulaire avec un garde-corps métallique. Et ça offre un certain nombre d'avantages. C'est-à-dire qu'on peut dire que l'air et les regards circulent d'un niveau à l'autre, en fait, dans ce bâtiment. Il n'y a pas tout est ouvert. Il y a une réelle communication qui se passe du rez-de-chaussée au dernier étage. Alors, je vous montre ce plan. Le préau a été déplacé. C'est-à-dire que le préau était au départ, souvenez-vous, dans le bâtiment de 1906, il était dans l'aile ouest. C'est devenu donc un espace d'enseignement ménager. Le préau, il va se retrouver au cœur de l'extension, mais Michel Cuminal va y adjoindre une partie de l'ancienne buanderie. Hein, c'est ce qu'on voit donc au centre ici. Et il va ouvrir cette ancienne buanderie. Et ce qu'il va faire, c'est que pour gommer en fait la limite entre l'ancienne buanderie et le nouveau bâtiment, il y aura donc juste ces deux poteaux qui assurent en fait la stabilité de l'ensemble. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que ce préau, qui est pourtant situé donc, au cœur de l'école, il est très lumineux. Il y a un apport d'éclairage naturel qui provient de la cour hein, du bâtiment de 1906. Et puis, il y a un éclairage en second jour qui provient en fait du réfectoire, du nouveau réfectoire qui donne sur la rue Louis Vuittet parce qu'il y a une cloison vitrée. Mais le vrai apport de lumière naturelle, je vous en parlais tout à l'heure, c'est le lanterneau. Ce qui est fascinant, c'est que quand on pénètre dans ce bâtiment, on ne soupçonne pas l'existence de ce bâtiment, de ce lanterneau. On ne soupçonne pas l'existence de cette rotonde centrale. C'est-à-dire qu'on arrive et d'un seul coup, notre regard est happé en fait par ce vide circulaire, ce vide intérieur. La lumière nous appelle. On ouvre, on porte le regard vers cette grande hauteur. Il y a une véritable sensation d'espace qui se fait. C'est vraiment spectaculaire. Et c'est vraiment certainement ce qui fait la force et la singularité de cette extension. C'est-à-dire que de l'extérieur, on a l'impression d'avoir un bâtiment qui est un bâtiment on ne peut plus banal. Et quand on pénètre à l'intérieur, on s'aperçoit qu'il est au contraire extrêmement singulier. Alors, faute de temps, je vais très rapidement détailler l'organisation spatiale. Cette extension, elle a 5 étages plus un sous-sol.
Et donc, ce que fait donc Michel Cuminal systématiquement, il répartit 3 salles à chaque niveau. On le voit, atelier ou salle de cours, le long en fait de sa rotonde circulaire, de sa galerie. Et c'est ce qu'on voit là systématiquement. Et l'ouverture, il y a une ouverture qui est pratiquée dans le mur en fait du bâtiment 1906, qui permet aussi d'assurer la jonction, la continuité entre l'ancien bâtiment et le nouveau bâtiment. Tout est au même niveau, ce qui fait que quand on se situe à l'intérieur de ce bâtiment, on ne sait pas si on se trouve dans le bâtiment de 1906 ou dans le bâtiment de 1960. Alors, je n'ai pas détaillé les salles, l'organisation spatiale, je suis allée un petit peu vite. Néanmoins, il faut quand même avoir en tête que, évidemment, les salles d'enseignement ménagers leur aménagement est revu et modernisé. C'est ce qu'on voit notamment sur ce plan détaillé, ou peut-être mieux sur cette coupe, où on voit bien quand même qu'il y a encore une fois un aménagement rationnel, où le souci de l'hygiène est encore là et marqué. Par contre, il y a un espace dont j'aimerais vous parler, c'est le dernier niveau de cette extension, qui est la terrasse, qui est le pendant finalement du préau qui se trouve au rez-de-chaussée. Cette terrasse, donc c'est le pendant à ciel ouvert du préau du rez-de-chaussée, qui est d'une surface plus importante parce que finalement elle n'est pas évidée en son centre. Et cette terrasse, vous le voyez ici, elle est seulement délimitée par un garde-corps qui est ajouré en béton, sur lequel s'adosse un fin garde-corps métallique qui est tout en légèreté et qui laisse passer le regard tout en prévenant des chutes. Alors l'intérêt de cette terrasse, encore une fois insoupçonnable depuis la rue, est évident. C'est celui d'offrir un lieu de récréation et de respiration supplémentaire aux élèves, avec en prime un panorama exceptionnel, presque à 365 degrés sur la ville de Lyon. Au final, les choix spatiaux opérés par Michel Cuminal s'avèrent audacieux. Cette extension n'a rien du caractère napoléonien, rigide et statique, reproché au début des années 60 aux établissements d'enseignement, quels qu'ils soient. Et c'est peut-être là le point commun avec le bâtiment de Clermont et de Ribou, c'est cette originalité de plan qui contribue à la qualité architecturale du lieu. Sur le plan esthétique, il faudrait souligner la façon dont la couleur a été employée pour les espaces intérieurs. Alors ce n'est qu'une hypothèse, mais il semblerait que Michel Cuminal ait recouru au principe de couleur architecturée et de chromothérapie tel que c'était envisagé par certains artistes et architectes dans les années 50. L'objectif, c'était quoi ? C'était de lutter contre l'ennui et les découragements. C'est ce qui fait sens, en tout cas dans un espace d'apprentissage. C'est la raison certainement pour laquelle Michel Cuminal a employé le contraste des couleurs en soie, c'est-à-dire jaune, rouge, bleu, qui existe encore aujourd'hui. On voit donc ces garde-corps rouges. D'un côté, donc, on a les portes jaunes qui permettent aux élèves d'identifier une salle, les portes rouges qui permettent aux élèves d'identifier une autre salle, les portes bleues qui permettent aux élèves d'identifier une dernière salle. Et on voit que le souci de la couleur de Michel Cuminal, il va jusqu'aux sous-faces. C'est-à-dire que si vous regardez bien dans la projection, on voit que les sous-faces sont bleu nuit aussi. Alors, ce souci du détail, on le retrouve non seulement avec ce principe de couleur architecturée, mais aussi dans la volonté d'assurer une continuité visuelle entre le bâtiment d'origine et l'extension. Par exemple, le carrelage moucheté rouge, jaune, gris reprend exactement les mêmes tonalités que la mosaïque qui se trouve dans le bâtiment de 1906. Autre exemple, là je me trouve donc dans le préau couvert de l'extension. On voit à gauche un banc qui est en pierre de Comblanchien. Et le Comblanchien se retrouve aussi au sol. Et cette pierre est exactement de la même teinte que le socle
du buste, de la sculpture de Madame de Cusieux. Ce socle a été déplacé, vous le voyez, enfin cette sculpture a été déplacée, vous le voyez, dans le nouveau préau à la faveur de l'extension de 1960. Ultime exemple qui permet de parler du souci du détail donc, de Michel Cuminal, c'est que par exemple donc, les grandes plaques qui sont dans la partie basse des murs donc, intérieurs de cette extension, donc, qui sont en béton désactivé, sont de couleurs qui reprennent un peu les teintes du carrelage, et même finalement le joint est de couleur rouge. Et cette teinte-là, on la retrouve aussi à l'extérieur, de la même manière. Ce dessin donc de joint creux rouge, partout ailleurs, ce que l'on voit aussi, c'est que autant l'intérieur est coloré, autant l'extérieur est monochrome. C'est une surface totalement blanche, unie, qui ne semble pas avoir en fait ne semble pas être ornementé au même titre que le bâtiment de 1906. Néanmoins, si on observe quand même de plus près la façade, donc il faut imaginer, donc c'est un bâtiment en béton avec un enduit lisse. Michel Cuminal a poussé le souci du détail jusqu'à dessiner donc des joints creux qui assurent en fait le relais visuel, si vous voulez, la continuité visuelle avec l'appareil donc du bâtiment de 1906. Autre chose, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, Michel Cuminal, on le voit un peu sur cette élévation, a travaillé sur un motif, mais qui est un motif géométrique abstrait, qui est celui du rectangle. Néanmoins, il y a quand même un motif figuratif qui figure sur cette architecture, ou plutôt c'est une œuvre d'art, puisqu'il s'agit d'une sculpture en haut relief, qui a été conçue par Georges Chalandre et qui s'intitule les Couturières. Alors Georges Chalandre, c'était un sculpteur comparse en fait de Tony Garnier et de Édouard Herriot. C'était un humaniste et évidemment vous comprenez bien que cette sculpture, les Couturières, renvoie directement à l'une des spécialités qui est enseignée au sein de la Martinière des filles. Donc en réalité, cette extension s'inscrit parfaitement dans la continuité du bâtiment de 1906 et il constitue un écrin adéquat en fait, pour une école dont la renommée n'a pas faibli à l'aube des années 1960, période à laquelle se clôt cette étude. Alors arrive enfin cette conclusion. Je vais la faire en 3 minutes. La présentation de la Martinière des jeunes filles montre combien, enfin j'espère que c'est ce que j'ai essayé de faire, j'ai essayé de vous montrer combien en fait la Martinière des jeunes filles a une place singulière dans l'histoire des établissements d'enseignement technique et féminin. Tout d'abord, parce que, vous l'avez compris, elle figure parmi les précurseurs du genre. Parce qu'elle s'est engouffrée dans la voie ouverte par les pionnières que sont, par exemple, Élise Luquin et Elisa Lemonnier. Élise Luquin a créé à Lyon en 1857 des cours supérieurs de comptabilité et d'enseignement commercial à l'usage des dames et des demoiselles. Elisa Lemonnier, elle a créé en 1862 à Paris une école professionnelle pour jeunes filles où on enseignait de la couture, du commerce et du dessin. Cette école fondée par Elisa Lemonnier, c'est l'école du Perret à Paris, qui est une école d'art appliqué. La Martinière des jeunes filles se distingue également au début du XXe siècle par son architecture. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer. Et on peut dire que c'est comme un manifeste pour la formation technique à destination d'un public féminin. C'est un bâtiment qui incarne symboliquement, par l'ornementation et fonctionnellement, par l'aménagement, un programme pédagogique complet, conjuguant enseignement professionnel, ménager et instruction générale. Mais si les spécialités enseignées, broderie, confection, commerce, relèvent de stéréotypes de genre, formant à des métiers de femmes, selon la pensée dominante en vigueur jusqu'au milieu du XXe siècle, force est de constater que c'est aussi une école de l'émancipation, car elle promet aux demoiselles autonomie financière et réussite professionnelle. Elle est en quelque sorte vecteur de progrès social, ce qui explique son succès et sa renommée.
C'est enfin une école à part qui a bénéficié d'un double héritage, celui du major général Martin et celui de Madame de Cusieux, mise à profit par la municipalité lyonnaise, comme le rappellent fièrement ses mosaïques murales. La Martinière des jeunes filles est comme l'emblème du fort engagement de la ville de Lyon en faveur de l'instruction publique et républicaine. D'une part, la municipalité a construit une quarantaine de groupes scolaires entre 1870 et 1914. Et à l'instar de la Martinière des jeunes filles, ceux-ci s'inscrivent souvent dans une politique de rénovation urbaine contribuant à l'embellissement des quartiers. D'autre part, et dès le début du XIXe siècle, la cité lyonnaise a participé activement à la mise en place de formations techniques permettant de répondre aux besoins en personnel, aussi bien féminins que masculins, des industries lyonnaises. À l'aune de toutes ces spécificités, dans quelle mesure la Martinière des jeunes filles a-t-elle contribué à la structuration de la filière de l'enseignement technique et professionnel, a fortiori à celui à destination d'un public féminin? S'est-elle vraiment posée comme un modèle pédagogique, architectural, d'aménagement, elle qui a été qualifiée de prototype d'école professionnelle et ménagère? Pour y répondre, il convient de mettre en perspective cette école avec d'autres établissements d'enseignement technique et professionnel édifiés en France et plus précisément dans la région Rhône-Alpes dès la fin du XIXe siècle et jusqu'au milieu du XXe siècle. Il est en effet temps de lever le voile sur ce patrimoine construit et mobilier, aujourd'hui encore largement méconnu et pourtant riche d'enseignements. Voilà, ça sera l'objet de ma thèse et je vous remercie de m'avoir écouté.